Expatrié à Lille, j'apprends que mon frère a vendu l'appartement que ma grand-mère m'a légué à Nice. Mon avocat a dit « Quel amateur !» Quand il m'a appelé pour se vanter, le retour à la réalité a été brutal. C'est l'histoire d'une trahison familiale, une histoire de cupidité et de mensonges, mais c'est aussi l'histoire de la découverte d'une force que j'ignorais posséder. Avant de plonger dans les détails sordides de cette histoire, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'aime toujours savoir d'où vient ma communauté. Maintenant, laissez-moi tout vous raconter depuis le début. Ce mercredi matin-là avait commencé comme n'importe quel autre jour dans mon petit appartement du Vieux-Lille. La pluie fine et persistante du nord tambourinait doucement contre le velu, une mélodie à laquelle je m'étais habitué depuis mon installation ici, 3 ans plus tôt. J'ai 27 ans, je suis graphiste, et j'ai quitté le soleil éclatant de ma Nice natale pour la lumière plus douce et l'effervescence créative de Lille. C'était mon choix, ma quête d'indépendance, loin du cocon familial parfois étouffant. La vapeur de mon café s'élevait en volutes paresseuses, se mêlant à l'odeur de l'encre et du papier de mes croquis. J'étais en pleine concentration sur un projet pour une nouvelle marque de chocolat belge, un travail qui me passionnait. La vie était calme, prévisible. Jusqu'à ce que mon téléphone vibre et affiche un nom que je n'associais qu'aux formalités et aux mauvaises nouvelles, Maître Allard. Il était le notaire et l'avocat de ma famille depuis des décennies, un homme dont la voix grave avait ponctué tous les événements importants, joyeux ou tragiques. J'ai décroché, une boule d'anxiété se formant déjà dans mon estomac. Apolline? C'est Maître Allard. Je vous dérange? Sa voix était encore plus sérieuse que d'habitude. Non, pas du tout, maître. Que se passe-t-il? Papa et maman vont bien? C'était toujours ma première crainte. La distance rend la moindre inquiétude insupportable. Oui, ils vont bien. Ce n'est pas à leur sujet que j'appelle. C'est au sujet de votre grand-mère, Geneviève. Mon cœur s'est serré. Ma grand-mère nous avait quittés il y a 6 mois. Une pneumonie foudroyante. J'avais pris le premier TGV pour Nice, passant une semaine dans un brouillard de chagrin et de souvenirs. C'était elle qui m'avait encouragé à partir, à suivre mes rêves. Qu'y a-t-il avec mamie? Ai-je demandé, la gorge nouée. Il y a eu un silence. Un silence lourd, pesant. Apolline, il faut que vous sachiez. Votre frère, Bastien, vient de finaliser la vente de l'appartement de votre grand-mère à Nice. Les mots ont résonné dans mon esprit, vides de sens au début. Comme une langue étrangère. L'appartement? Le petit 3 pièces avec son balcon fleuri donnant sur la promenade des Anglais? L'endroit où j'avais passé tous mes étés d'enfance, où l'odeur de la lavande se mêlait à celle de la soca chaude? Vendu? Mais, comment ça? Cet appartement faisait partie de la succession, non? Il fallait le vendre pour tout partager? J'essayais de trouver une explication logique. Non, Apolline, la voix de Maître Allard était douce mais ferme. C'est là le problème. Dans son testament, Geneviève a été très claire. Cet appartement, elle vous le léguait à vous. À vous seul. J'ai dû m'asseoir. Mes jambes ne me portaient plus. Le monde semblait vaciller. À moi? Mais, personne ne m'a rien dit. Bastien, il ne m'a jamais parlé de ça. Mon frère, Bastien. De 5 ans mon aîné, l'enfant responsable, celui qui était resté à Nice pour reprendre l'affaire familiale. Celui qui, lors des dîners de famille, ne manquait jamais de souligner mon insouciance, ma fuite vers le nord. Il le savait, Apolline. En tant qu'exécuteur testamentaire, il a eu accès aux documents dès le début. Il savait parfaitement que cet appartement vous revenait. Je me suis souvenu de ce balcon. Des heures passées à écouter ma grand-mère me raconter ses propres voyages de jeunesse. Le monde est vaste, ma chérie, disait-elle, ses yeux pétillants de malice. Ne laisse personne te mettre dans une cage, même si elle est dorée. Cet appartement, ce n'était pas juste des murs. C'était le symbole de cette liberté qu'elle m'avait transmise. Et Bastien venait de le vendre. J'ai raccroché, le monde semblait s'effondrer autour de moi. Comment Bastien avait-il pu faire ça? C'était la question qui me hantait.
Mais la vérité que j'allais découvrir était encore plus sombre et tordue que tout ce que j'aurais pu imaginer. Le silence dans mon appartement était assourdissant, rompu seulement par le tic-tac d'une horloge et les battements frénétiques de mon propre cœur. J'ai regardé mes esquisses pour le projet de chocolat, des créations joyeuses et colorées qui semblaient maintenant appartenir à une autre vie, une vie d'avant l'appel. Une vie où la trahison de mon propre frère n'était qu'un concept de roman. Je me suis levée et j'ai fait les 100 pas, essayant de reconstituer le puzzle. Bastien avait toujours été ambitieux, presque obsessionnellement focalisé sur la réussite matérielle. Il avait épousé Margot, une femme douce issue d'une famille aisée, et il menait une vie parfaite en apparence, une belle maison sur les collines de Nice, 2 enfants adorables, des vacances au ski en hiver et en Corse l'été. Il avait toujours considéré mon choix de carrière artistique et mon déménagement à Lille comme une sorte d'échec personnel, une preuve de mon manque de sérieux. Pendant que tu dessines tes petits bonshommes, m'avait-il dit un jour, moi, je construis quelque chose de solide pour la famille. Ces mots, qui m'avaient blessé à l'époque, prenaient maintenant un sens bien plus sinistre. Mon téléphone a sonné de nouveau. C'était Maître Allard. Je n'ai pas attendu qu'il parle. Comment est-ce possible, maître ? Comment a-t-il pu vendre un bien qui ne lui appartenait pas ? C'est là que l'affaire devient sordide, Apolline. J'ai passé les 2 dernières heures à éplucher les registres et à contacter le notaire qui a géré la vente. Bastien a commis un faux en écriture. Un faux. Le mot était tellement grave, tellement criminel. Il a utilisé sa position d'exécuteur testamentaire pour présenter une version modifiée des dernières volontés de votre grand-mère. Il a créé un additif, un document prétendant que Geneviève avait changé d'avis à la dernière minute et lui avait finalement légué l'appartement à lui, en compensation de ses services rendus à la famille. J'avais la nausée. Imaginez Bastien, mon frère, imitant la signature tremblante de notre grand-mère. C'était une profanation. Mais, personne n'a vérifié ? Le notaire ? Quel amateur, c'est ce que je me suis dit, a marmonné Maître Allard, plus pour lui-même que pour moi. La signature est une imitation passable, mais il y a des incohérences dans la formulation juridique, des détails qu'un expert aurait dû remarquer. Le notaire en question est jeune, peut-être un peu trop confiant. Bastien a dû jouer sur son charme, sur son statut de fils dévoué. Il a bien joué son rôle. La colère commençait à monter, une vague brûlante qui chassait le choc et l'incrédulité. Et l'argent ? L'argent de la vente ? C'est là que l'urgence se situe, Apolline. La vente a été finalisée hier pour 420 000 €. La somme a été virée sur son compte personnel ce matin. J'ai fait quelques recherches. Savez-vous ce qu'il a fait il y a une semaine ? Je n'osais pas imaginer. Il a signé un compromis de vente pour une villa sur les hauteurs de Guéraud. Un bien à plus d'1 million d'euros. Il a versé un acompte de 150 000 €. Il comptait sur l'argent de votre héritage pour financer son train de vie luxueux. Alors c'était ça. Pendant que je comptais mes euros à Lille, que j'économisais pour peut-être un jour m'acheter un petit 2 pièces, mon frère volait l'héritage de notre grand-mère pour s'offrir un palais. La trahison n'était pas seulement émotionnelle, elle était calculée, froide et méprisable. Que pouvons-nous faire ? Ai-je demandé, ma voix tremblante de rage contenue. J'ai déjà lancé la procédure. J'ai déposé une requête en référé auprès du tribunal de Nice pour faire opposition sur les fonds restants sur son compte. Avec un peu de chance, nous pouvons bloquer l'argent avant qu'il ne le dépense entièrement. Mais il faut faire vite. Puis il a ajouté une phrase qui m'a glacé le sang. Surtout, Apolline, ne l'appelez pas. Ne lui envoyez pas de message. Ne laissez rien transparaître. Il ne doit pas savoir que nous savons. Pas encore. Maître Allard m'a ordonné de garder le silence. Chaque minute comptait. Mais nous ne savions pas que Bastien, sentant peut-être le vent tourner, avait déjà lancé son propre plan pour me discréditer aux yeux de ceux que j'aimais le plus. Le conseil de Maître Allard de garder le silence était sage, mais terriblement difficile à suivre. Chaque fibre de mon être voulait hurler, appeler Bastien et lui cracher ma haine au visage. Mais je me suis contenue, me répétant que la discrétion était notre meilleure arme. Je me suis assise à mon bureau, fixant l'écran de mon ordinateur, incapable de dessiner la moindre ligne. Les chocolats belges semblaient bien loin.
Mon monde s'était rétréci à une conversation téléphonique et à une trahison monumentale. J'ai essayé de travailler, de me perdre dans les courbes et les couleurs, mais mon esprit revenait sans cesse à Nice. Je revoyais Bastien lors de l'enterrement de mamie. Il avait été impeccable. Le fils parfait, le pilier de la famille. Il avait prononcé un éloge funèbre émouvant, parlant de la générosité et de la sagesse de notre grand-mère. Il avait consolé nos parents, organisé la réception, géré la paperasse avec une efficacité redoutable. Tout le monde l'avait admiré. Heureusement que Bastien est là, avait soupiré ma mère, sa tête sur mon épaule. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans lui. Et moi, j'avais été reconnaissante. J'étais submergée par mon propre chagrin, et je l'avais laissé tout prendre en main, aveuglément. Je réalisais maintenant que derrière ce masque de dévouement se cachait le prédateur, le voleur qui planifiait déjà son coup. La nausée est revenue, plus forte. C'est à ce moment précis, alors que j'étais au plus profond de ma colère et de mon dégoût, que mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Mon cœur a fait un bond. Avait-elle appris quelque chose? Allô, maman? Apolline, ma chérie. Je suis un peu inquiète. Je viens d'avoir Bastien au téléphone. Le ton de sa voix était inhabituel. Un mélange d'inquiétude et de reproche. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai essayé de garder une voix neutre, mais mes mains étaient moites. Eh bien, il m'a dit que tu l'avais appelé. Que tu avais l'air un peu perdu. Il a dit que tu lui avais parlé d'argent, que tu avais des dettes à Lille et que tu semblais avoir des idées étranges au sujet de l'héritage de mamie. Le souffle m'a manqué. Il n'avait pas attendu. Il avait frappé le premier. Il n'avait pas seulement volé mon héritage, il était en train de voler ma crédibilité, ma réputation auprès de mes propres parents. Maman, ce n'est pas vrai. Je ne l'ai pas appelé. Et je n'ai pas de dette. Apolline, sois honnête avec moi. La vie n'est pas toujours facile, surtout loin de la famille. Si tu as des problèmes, tu peux nous en parler. Bastien a dit qu'il était très inquiet pour toi. Il a dit qu'il faisait de son mieux pour gérer le patrimoine familial de manière responsable, pour protéger tout le monde, y compris toi de tes propres impulsions. Protéger tout le monde. Les mots étaient si habilement choisis. Il se positionnait en sauveur, en gardien du temple, et me reléguait au rang de l'enfant prodigue, de la fille instable et dépensière. Il avait passé des années à construire cette image, et mes parents, qui voyaient en lui le fils qui était resté, qui avait pris ses responsabilités, buvaient ses paroles. Maman, écoute-moi. Bastien te ment. Il y a quelque chose de très grave qui s'est passé avec l'appartement de mamie. L'appartement? Il s'en est très bien occupé. Il a réussi à le vendre rapidement, ça évite des tracas. Il a dit qu'il allait bientôt nous expliquer comment l'argent serait réparti. Apolline, je ne veux pas de dispute de famille pour des questions d'argent. Ta grand-mère détesterait ça. J'étais prise au piège. Chaque mot que je pouvais dire pour me défendre sonnerait comme l'accusation d'une fille jalouse et avide. Il m'avait parfaitement neutralisée. Elle a fini par dire, ne fais pas honte à la famille, Apolline. Ces mots m'ont transpercé le cœur. J'étais seule. Et c'est cette nuit-là, alors que je me sentais au plus bas, que le téléphone a sonné. C'était lui, prêt à porter le coup de grâce. Il était 2 heures du matin. Le genre de silence profond où l'on entend le bourdonnement du réfrigérateur et le sang qui pulse à ses propres tempes. Le nom, Bastien, qui s'est allumé sur l'écran de mon téléphone a eu l'effet d'une sirène de raid aérien dans le calme de ma nuit. Mon premier réflexe a été de rejeter l'appel. Je ne me sentais pas la force de lui parler, pas après la conversation avec ma mère. Mais Maître Alarme m'avait dit de ne pas l'alerter. Ne pas répondre à un appel à cette heure-ci serait suspect. J'ai inspiré profondément, j'ai compté jusqu'à 3, et j'ai décroché. EMG. Enfin, je te réveille? J'ai essayé de t'appeler plus tôt mais tu ne répondais pas, sa voix était enjouée, presque euphorique. Le ton de quelqu'un qui vient de gagner au loto. C'était obscène. Bastien? Il est 2 heures du matin ici. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait de mon mieux pour paraître endormi et grognon. Je sais, excuse-moi pour l'heure, mais je ne pouvais pas attendre. J'ai une nouvelle incroyable.
Je suis restée silencieuse, le laissant savourer son petit moment de triomphe. J'ai vendu l'appart de mamie, a-t-il lâché, comme s'il m'annonçait la naissance d'un enfant royal. Et j'en ai tiré un super prix. 420 000 €. Tu te rends compte? Dans le marché actuel, c'est un miracle. Je pouvais presque le voir, de l'autre côté de la France, se pavanant dans son salon, un verre de vin cher à la main, le torse bombé de fierté. Une fierté née d'un vol. C'est une bonne nouvelle, ai-je réussi à articuler. Une bonne nouvelle? C'est une nouvelle fantastique. Et attends, ce n'est pas tout. Pour te remercier d'être venu à l'enterrement et parce que je sais que la vie d'artiste à Lille, ça ne doit pas être facile tous les jours, j'ai décidé de te faire un petit cadeau. J'ai senti une bouffée de bile remonter dans ma gorge. Je vais te virer 15 000 €. Il a marqué une pause, attendant sans doute mes cris de joie et ma gratitude éternelle. 15 000 €. Une aumône. Une insulte. Moins de 4% de la valeur de mon propre bien. C'était le prix qu'il fixait pour mon silence, pour ma complicité involontaire dans son crime. Bastien, c'est très généreux, ai-je bafouillé, jouant le jeu, n'est-ce pas? Il a ri. Un rire gras et satisfait. Je suis comme ça. La famille avant tout. Il faut dire que je me suis occupée de tout, de A à Z. La paperasse, les agents d'immobilier, les visites. C'était un cauchemar, mais bon, il fallait bien que quelqu'un le fasse. Toi, tu étais loin, dans ton monde. C'était le moment. Je devais obtenir des aveux, même indirects. Justement, Bastien, j'essayais de me souvenir. Dans le testament, qu'est-ce que mamie avait écrit exactement à propos de l'appartement? Ma mémoire me joue des tours. Il y a eu un court silence. À peine une seconde, mais je l'ai senti. L'hésitation. Oh, tu sais, c'était le charabia juridique habituel. En gros, elle laissait tous ses biens à la famille, à diviser. Le truc standard. Et comme j'étais l'exécuteur, tout est passé par moi. C'est plus simple comme ça. Il mentait. Il mentait effrontément, et il le faisait avec une facilité déconcertante. Ah d'accord, je comprends mieux, ai-je dit. Bon, ma petite sœur, je vais te laisser dormir. Je voulais juste partager cette super nouvelle avec toi. Je suis crevée, on a signé le compromis pour la nouvelle maison aujourd'hui, c'est la folie. On aura une chambre d'amis pour toi si jamais tu daignes descendre dans le sud. Il a ri de nouveau, puis il a ajouté, je te vire l'argent demain. Profitant bien. Il a raccroché, persuadé de son intelligence. Il ne se doutait pas que son arrogance venait de sceller son propre destin. Le lendemain matin, la banque l'appellerait, et son monde de mensonges commencerait à s'écrouler. Je n'ai pas dormi du reste de la nuit. Assise dans le noir de mon salon, je repassais en boucle sa conversation dans ma tête. La jubilation dans sa voix, le mépris à peine voilé, la facilité avec laquelle il avait balayé les dernières volontés de notre grand-mère. Ce n'était plus seulement un vol, c'était une négation de tout ce que mamie représentait, l'intégrité, l'amour, le respect. Le lendemain, je me suis traînée au travail, les yeux cernés, fonctionnant à l'adrénaline et au café noir. J'ai envoyé un SMS à Maître Allard pour le prévenir de l'appel nocturne de Bastien. Sa réponse a été immédiate, parfait. Il a mordu à l'hameçon. L'ordonnance de saisie conservatoire a été validée par le juge ce matin à la première heure. Le timing est impeccable. L'attente a été la pire partie. Chaque minute qui passait, je l'imaginais découvrant la nouvelle. J'imaginais son banquier l'appelant, le ton poli mais ferme. J'imaginais son visage passer de l'incompréhension à la panique, puis à la rage. L'appel est arrivé à 15 heures. J'étais en pleine réunion de brainstorming. J'ai vu son nom s'afficher et j'ai senti une décharge électrique me parcourir. Je me suis excusée, prétextant un appel urgent, et je suis sortie dans le couloir, le cœur battant la chamade. Allô? Emma accent grave YS fait quoi? Ce n'était pas une question. C'était un rugissement. Un cri de bête blessée. Je n'avais jamais entendu mon frère comme ça. Sa voix était méconnaissable, déformée par la fureur. De quoi tu parles, Bastien? J'ai gardé ma voix aussi calme que possible,
ce qui a semblé le rendre encore plus fou. Ne joue pas à l'idiote avec moi. L'argent. L'argent de la vente est bloqué. La banque m'a appelé, il parle d'une plainte, d'une opposition judiciaire. C'est toi, n'est-ce pas? C'est toi. Il hurlait si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Je ne sais pas de quoi tu parles, ai-je répété, sentant un étrange pouvoir dans ce calme fin. Arrête tes mensonges. Personne d'autre n'aurait pu faire ça. Après tout ce que j'ai fait pour cette famille. C'était trop. Sa victimisation était l'insulte de trop. Ce que tu as fait, ma voix est montée d'un cran, froide comme l'acier. Parlons-en, de ce que tu as fait. Tu as falsifié un testament, Bastien. Tu as volé l'héritage que notre grand-mère m'a laissé. Tu as menti à nos parents. Tu as essayé de me acheter mon silence pour 15 000 €. Voilà ce que tu as fait. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Un silence de mort. J'avais abattu mes cartes. La partie était commencée, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Quand il a repris la parole, sa voix avait changé. La rage hystérique avait laissé place à une menace glaciale, calculée. Tu ne sais pas ce que tu viens de déclencher, Apolline. Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Tu es seul contre tous. J'ai peut-être perdu une bataille, mais je n'ai pas perdu la guerre. Ce n'est pas une guerre, Bastien. C'est juste la vérité. Le testament de mamie est très clair. Et j'en ai une copie. Le testament? Le testament, a-t-il craché. Tu crois que ça compte? C'est ma parole contre la tienne. Le fils dévoué qui est resté, contre la fille ingrate qui a fui. À ton avis, qui maman et papa vont-ils croire? Ils croiront les preuves, ai-je dit. Il a éclaté d'un rire sans joie. Les preuves? Tu es bien naïve. Je vais te détruire, Apolline. Je vais te faire passer pour une folle, une menteuse, une profiteuse. Quand j'en aurai fini avec toi, tu supplieras pour que je te pardonne. Tu vas regretter d'être né. Ces menaces ne me faisaient plus peur. Mais juste après avoir raccroché, j'ai reçu un appel d'un numéro que je connaissais trop bien. C'était oncle Bernard. Bastien avait décidé de jouer sa carte la plus cruelle. Le nom de « oncle Bernard » sur mon écran a eu un effet bien plus dévastateur que les hurlements de Bastien. Bernard n'était pas vraiment notre oncle. Il était le meilleur ami de mon père depuis l'enfance, le parrain de Bastien. Un homme qui m'avait vu naître, qui me pinçait la joue en m'appelant « sa petite artiste » quand j'étais enfant. Sa voix était synonyme de repas de famille joyeux, de conseils bienveillants et de souvenirs heureux. Le voir m'appeler à ce moment précis signifiait une seule chose, Bastien avait activé son arme la plus puissante, la manipulation affective. J'ai décroché, la main tremblante. « Ma petite Apolline, comment vas-tu » Sa voix était chaude, paternelle, exactement comme dans mes souvenirs. Mais je n'étais pas dupe. « Ça va, oncle Bernard. Et toi ?»« Oh, tu sais, on fait aller. Écoute, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Ton père m'a appelé. Il est dévasté. Ta mère ne fait que pleurer. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. » Il a marqué une pause, me laissant absorber la culpabilité qu'il venait de déposer sur mes épaules. « Je sais que vous avez un différend, toi et Bastien. Les histoires d'héritage, c'est toujours compliqué, ça fait ressortir le pire chez les gens. Mais c'est ton frère, Apolline. C'est lui qui a volé mon héritage, Bernard, ai-je dit, ma voix plus faible que je ne l'aurais voulu. Voler, c'est un mot bien fort. Bastien a sa version des faits. Il dit que c'est un malentendu, que tu interprètes mal les choses à cause de la distance, du stress. Il a toujours tout géré pour la famille, tu sais. Parfois, celui qui porte tout le poids sur ses épaules peut faire des erreurs de communication. Mais son cœur est bon. Erreur de communication. Falsifier un testament était donc une erreur de communication. Je sentais la colère monter, mais je me suis tue. L'interrompre n'aurait fait que confirmer l'image de la fille, hystérique, que Bastien peignait de moi. Pense à tes parents, ma chérie, a-t-il continué, sa voix se faisant plus douce, plus insidieuse. À leur âge, un choc comme celui-ci, un procès entre leurs 2 enfants, ça pourrait les tuer.
Est-ce que cet appartement vaut vraiment la peine de briser ta famille? De faire autant de mal à ceux qui t'aiment? Chaque mot était une flèche empoisonnée, visant précisément mes points faibles, mon amour pour mes parents, ma culpabilité de vivre loin d'eux, mon désir de paix familiale. Parfois, dans la vie, a-t-il conclu, la plus grande victoire, c'est de savoir faire des concessions. C'est de pardonner. Retire ta plainte, Apolline. Parlez-vous. Trouvez un arrangement. Pour l'amour de ta mère. Pour le respect de ton père. Après cet appel, j'ai failli abandonner. Les murs de mon appartement semblaient se refermer sur moi. Les visages en larmes de mes parents, la déception dans la voix de l'homme que j'avais toujours admiré, c'était trop lourd à porter. J'étais l'égoïste. La méchante. La destructrice. C'est ce qu'ils pensaient tous. Et si c'était vrai? Peut-être que je devais laisser tomber. Laisser Bastien avec son argent sale, juste pour que le silence et la paix reviennent. J'ai pris mon téléphone pour appeler Maître Allard et tout annuler. Mon pouce flottait au-dessus de son nom. J'allais appuyer. J'allais céder. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire, mais je ne voyais pas d'autre issue. C'est à cet instant précis, à cette seconde où ma résilience était à son point le plus bas, qu'un message est apparu sur l'écran. Un numéro que je ne connaissais pas. Le message était court, presque cryptique. Je suis Margot. Il faut que je te parle. Sans que Bastien le sache. C'est urgent. Que feriez-vous à ma place? Auriez-vous abandonné pour préserver une paix familiale illusoire, ou auriez-vous continué à vous battre, au risque de tout perdre? Dites-le moi dans les commentaires, je suis vraiment curieuse de savoir. Après cet appel, j'ai failli abandonner. J'ai pris mon téléphone pour appeler Maître Allard et tout annuler. Mais au moment où mon doigt allait appuyer, un message est apparu sur l'écran. Un numéro inconnu. Je suis Margot. Il faut que je te parle. C'est urgent. Le message de Margot a eu l'effet d'un défibrillateur sur mon cœur qui était en train de s'arrêter. Margot, ma belle-sœur. La femme qui se tenait aux côtés de Bastien. Pourquoi me contacterait-elle? Et en secret? L'espoir, une petite étincelle fragile que je croyais éteinte, s'est rallumée. J'ai immédiatement répondu, je suis disponible. Appel vidéo? 5 minutes plus tard, son visage apparaissait sur l'écran de mon ordinateur. Je l'ai à peine reconnu. La Margot que je connaissais était toujours parfaitement coiffée, maquillée, souriante. La femme que je voyais était son ombre. Ses yeux étaient rouges et bouffis, ses cheveux tirés en un chignon désordonné, et son visage était marqué par des semaines d'angoisse. Elle était dans sa voiture, garée dans ce qui semblait être un parking de supermarché. Merci d'avoir répondu, a-t-elle murmuré, sa voix cassée. Je ne savais pas qui d'autre appeler. Margot, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Elle a secoué la tête, et les larmes qu'elle retenait ont commencé à couler. Non, Apolline. Rien ne va. Elle a pris une grande inspiration, comme pour rassembler tout le courage qui lui restait. Je sais tout. Pour l'appartement. Je sais que mamie Geneviève te l'a laissé. Et je sais ce que Bastien a fait. J'étais abasourdie. Mais, comment? Je m'en doutais depuis le début, a-t-elle confessé. Bastien est devenu, différent ces dernières années. Secret. Obsédé par l'argent, par le statut. Il parlait constamment de cette nouvelle maison, comment nous la méritions, comment il allait trouver l'argent. Quand il a commencé à s'occuper de la succession, il était secret, il cachait des papiers. Il disait que c'était trop compliqué pour moi. Elle a essuyé ses larmes avec le dos de sa main. Hier soir, après qu'il a appris pour le blocage du compte, il est entré dans une rage folle. Une rage que je ne lui avais jamais vue. Il a crié ton nom, il a jeté un vase contre le mur. Les enfants se sont réveillés en pleurant. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas un simple malentendu. C'était quelque chose de bien plus grave. Son récit me glaçait le sang. J'imaginais la scène, la violence de mon frère, la peur de sa propre famille. Cette nuit, a-t-elle continué, je n'ai pas dormi. J'ai attendu qu'il s'endorme, et j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai ouvert son coffre-fort personnel dans son bureau.
Elle a hésité, son regard fuyant la caméra. Je connaissais la combinaison. C'est la date de naissance de notre fils aîné. Et à l'intérieur, Apolline, à l'intérieur, il y avait tout. Elle a sorti son téléphone et me l'a montré. Elle a fait défiler des photos. Des photos claires, nettes. Il y avait le document falsifié que Bastien avait soumis, celui avec le prétendu additif. Et juste à côté, rangé dans une chemise cartonnée marquée original, il y avait le vrai testament de notre grand-mère. Un document de plusieurs pages, signé de sa main, avec un paragraphe entier, surligné en jaune, qui commençait par les mots. Je lègue en pleine propriété mon appartement 6 à Nice, 15 promenade des Anglais, à ma petite fille bien-aimée, Apolline. La preuve. La preuve irréfutable. Il ne l'avait même pas détruit. Son arrogance était telle qu'il l'avait conservé, comme un trophée de sa propre intelligence. « Pourquoi tu me montres ça, Margot ?» ai-je demandé doucement. Son regard a enfin croisé le mien. Il était rempli d'une détermination farouche. Parce que je ne peux pas élever mes enfants avec un père qui est un voleur et un menteur. Je ne peux pas vivre dans une maison achetée avec de l'argent volé à sa propre sœur. C'est fini, Apolline. Je ne le couvrirai plus. Elle a inspiré à nouveau. Je t'envoie ces photos. Donne-les à ton avocat. Et s'il le faut, je témoignerai. Je dirai au juge tout ce que je sais. Avec les photos de Margot, nous n'avions plus seulement une affaire civile, mais une preuve irréfutable de fraude criminelle. Le lendemain, l'avocat de Bastien a appelé Maître Allard. Le ton avait radicalement changé. Il ne voulait plus se battre, il voulait négocier. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? L'appel de l'avocat de Bastien a marqué un tournant décisif. Fini les menaces, fini l'arrogance. La voix de l'autre côté du fil était celle d'un homme qui savait que son client était acculé. La simple mention de « nouvelles preuves documentaires » et d'un « témoin clé inattendu » avait suffi à faire s'effondrer tout leur système de défense. Maître Allard m'a appelé immédiatement après. Ils sont aux abois, Apolline. Ils proposent un arrangement à l'amiable. Ils veulent tout annuler. Rétrocession de la vente, restitution des fonds, et ils proposent même de couvrir tous mes honoraires. En échange de quoi, ai-je demandé, méfiante. En échange de votre silence. Ils veulent que vous signiez un accord de confidentialité et que vous abandonniez toute poursuite, notamment au pénal. En d'autres termes, ils veulent éviter la prison à Bastien. La proposition flottait dans l'air. C'était une victoire totale sur le plan matériel. Je récupérais l'appartement, l'argent, sans même avoir à passer par un procès long et éprouvant. C'était la porte de sortie facile. La voie de la raison, peut-être. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis promené le long des quais de la Deule, sous les lumières orangées de la ville. Le vent froid du nord me cinglait le visage, mais je ne le sentais pas. Mon esprit était en ébullition. Si j'acceptais, Bastien s'en sortirait avec une grosse perte financière et une humiliation privée. Mais il ne ferait jamais face à la justice pour son crime. Il pourrait continuer à se présenter comme une victime d'un malentendu. Mes parents ne sauraient jamais la vérité, la vraie nature de sa trahison. Et la mémoire de ma grand-mère, serait-elle vraiment honorée si son profanateur s'en tirait à si bon compte? Mais si je refusais? Si je poussais l'affaire au pénal, je plongeais ma famille dans un scandale public. Le nom de notre famille serait traîné dans la boue. Mes neveux et nièces grandiraient avec un père qui a fait de la prison. Mes parents devraient affronter le regard des autres. Étais-je prête à être celle qui appuie sur le bouton nucléaire? Je me suis assise sur un banc, regardant l'eau sombre. Et j'ai pensé à ma grand-mère. Geneviève n'était pas une femme de compromis quand il s'agissait de principes. Elle était juste, mais inflexible face au mensonge. Elle aurait voulu la vérité. Pas la vengeance, mais la vérité. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Allard. Ma voix était claire et ferme. J'accepte l'arrangement, maître. Mais à mes conditions. Il y a eu un silence.
Je crois qu'il s'attendait à ce que je choisisse la facilité. Je vous écoute, Apolline. Premièrement, je veux une lettre d'excuse manuscrite de Bastien. Pas une lettre rédigée par son avocat avec du jargon juridique. Une lettre de sa main, où il écrit noir sur blanc qu'il savait que l'appartement m'était destiné, qu'il a sciemment falsifié des documents et qu'il a tenté de me voler. Il doit nommer ses actes, faux, fraude, trahison. C'est une demande forte. Quoi d'autre? Deuxièmement, il devra dédommager intégralement la famille Morel, les acheteurs. Et je ne parle pas seulement du remboursement. Je veux qu'il paie leur déménagement, leurs frais de notaire perdus, leur location temporaire et une compensation pour le préjudice moral. Ils sont des victimes innocentes, il doit réparer le chaos qu'il a semé dans leur vie. C'est juste. Et troisièmement? C'était la condition la plus importante. La plus cruelle, peut-être. Mais la plus nécessaire. Troisièmement, il devra lire sa lettre d'excuse à voix haute devant nos parents. En personne, ou par appel vidéo si je ne peux pas être là. Et vous, maître, devrez être présent en tant que témoin. Je veux qu'ils entendent la vérité de sa propre bouche. Plus de mensonges, plus de manipulations. La vérité, brute et sans phare. Ils ont accepté. Toutes mes conditions. La date de la lecture a été fixée. J'allais enfin avoir justice, non seulement pour moi, mais pour la mémoire de ma grand-mère. Mais voir mon frère s'effondrer devant mes parents serait-il une victoire ou une autre forme de défaite? La lecture a eu lieu un mardi soir. Je suis restée à Lille, connectée par visioconférence, mon visage une vignette silencieuse sur l'écran de l'ordinateur portable posé sur la table du salon de mes parents à Nice. Maître Allard était présent, assis dans un fauteuil, son visage impassible comme celui d'un juge. Mes parents étaient assis sur le canapé, l'air anxieux. Ils ne comprenaient pas la nature de cette réunion formelle. Bastien leur avait probablement dit que c'était une simple formalité pour clarifier les choses. Puis Bastien est entré dans le champ de la caméra. Je l'ai à peine reconnu. En l'espace de quelques semaines, il avait vieilli de 10 ans. Il était amaigri, son teint était cireux, et le costume cher qu'il portait flottait sur lui. Il a évité de regarder l'écran, ses yeux fuyant vers le sol. Il tenait une feuille de papier qui tremblait dans ses mains. « Vas-y, Bastien », a dit doucement Maître Allard. Le silence était total. On aurait pu entendre une mouche voler. Bastien a éclairci sa gorge, et d'une voix faible, à peine audible, il a commencé à lire. « Chère maman, papa, et Apolline. Je vous écris cette lettre pour avouer la totalité de mes actes concernant la succession de mamie Geneviève. J'ai vu ma mère froncer les sourcils, perplexe. Mon père s'est penché en avant. Il a continué, sa voix se brisant à chaque mot. Je savais pertinemment que le testament de mamie léguait son appartement de la promenade des Anglais exclusivement à Apolline. J'ai délibérément caché cette information à tout le monde. Le visage de ma mère s'est figé. Mon père a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. J'ai créé un faux document, un additif frauduleux, en imitant la signature de mamie, pour faire croire que l'appartement me revenait. C'est un acte de faux en écriture. J'ai utilisé ce faux pour tromper le notaire et vendre illégalement le bien qui appartenait à ma sœur. C'est à ce moment-là que ma mère a porté une main à sa bouche, ses yeux écarquillés d'horreur. Les larmes ont commencé à couler silencieusement sur ses joues. Mon père, lui, était devenu blême, son visage une statue de colère et d'incrédulité. Bastien a terminé sa lecture, sa voix n'étant plus qu'un murmure étranglé. J'ai commis un acte de fraude. J'ai trahi votre confiance, j'ai trahi Apolline, et j'ai profané la mémoire de notre grand-mère. Je vous demande pardon, même si je sais que je ne le mérite pas. Quand il a relevé la tête, ses yeux étaient remplis de larmes. Mais il n'a trouvé aucun réconfort. Mon père s'est levé d'un bond. Sors, a-t-il dit, sa voix blanche de fureur contenue. Sors de ma maison. Maintenant. Bastien a essayé de balbutier quelque chose, mais mon père a répété, plus fort cette fois, dehors. J'ai regardé mon frère, l'homme qui avait toujours été si arrogant et si sûr de lui, sortir de la pièce comme un enfant pris en faute. Ma mère était recroquevillée sur le canapé, secouée de sanglots. Mon père faisait les 100 pas,
le visage décomposé. J'avais eu la vérité. J'avais eu justice. Mais la scène que je venais de voir n'avait rien d'une victoire. C'était le son d'une famille qui se brisait. Pendant des mois, ce fut le silence radio de la part de mes parents. Je pensais avoir perdu ma famille pour de bon. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais le chagrin était toujours là. Et puis, un matin, j'ai reçu un email avec un objet simple. Pardon. L'email de ma mère était long. C'était un torrent de mots confus, maladroits, mais chargés d'une sincérité qui m'a touché au plus profond de mon être. Elle ne cherchait pas d'excuses. Elle décrivait son aveuglement, sa honte d'avoir douté de moi, sa douleur de réaliser que le fils qu'elle avait mis sur un piédestal était capable d'une telle bassesse. Nous t'avons laissé tomber, Apolline, écrivait-elle. Nous avons été de mauvais parents. Nous avons écouté celui qui criait le plus fort, pas celle qui disait la vérité. Si un jour tu peux nous pardonner, sache que la porte te sera toujours ouverte. À la fin, mon père avait ajouté une seule ligne, écrite dans un style qui lui était propre. Ta mère a raison. J'ai honte. Ton père. Ce n'était pas une absolution, mais c'était une ouverture. Le début d'un chemin long et difficile vers une possible réconciliation. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais besoin de temps. Mais pour la première fois depuis des mois, un poids s'est levé de mes épaules. La procédure de rétrocession de l'appartement a pris plusieurs semaines. La famille Morel a été incroyablement digne et compréhensive. Bastien, comme convenu, a couvert tous leurs frais. Je les ai eus au téléphone pour m'excuser personnellement du chaos que ma famille avait infligé à la leur. Vous n'avez pas à vous excuser, m'a dit Madame Morel. Vous êtes une victime, tout comme nous. Nous sommes simplement heureux que la vérité ait éclaté. Une fois les clés officiellement en ma possession, j'ai pris le TGV pour Nice. Entrer de nouveau dans l'appartement a été une expérience étrange. Les meubles de la famille Morel étaient encore là, mais l'esprit de ma grand-mère flottait dans chaque rayon de soleil qui filtrait à travers les persiennes. Je suis allée sur le balcon. La vue sur la mer Méditerranée, d'un bleu infini, était toujours aussi spectaculaire. J'ai passé une semaine à vider l'appartement, à trier les quelques affaires que mamie avait laissées. Chaque objet ravivait un souvenir. Son service à thé en porcelaine, ses livres de poésie cornés, son vieux foulard en soie. J'ai pleuré, beaucoup. Des larmes de chagrin pour elle, des larmes de tristesse pour ma famille brisée, mais aussi, étrangement, des larmes de soulagement. Un chapitre se fermait. Je savais que je ne pourrais pas garder cet endroit. Il était trop chargé d'histoires, de douleurs récentes. Le vendre était la seule façon de tourner la page. J'ai contacté un agent immobilier, et grâce à son emplacement exceptionnel, l'appartement a trouvé un nouvel acquéreur en moins d'un mois, un couple de retraités belges qui cherchaient le soleil. Le jour où l'argent de la vente a été viré sur mon compte, j'ai regardé le montant pendant un long moment. C'était une somme qui pouvait changer une vie. Mais l'argent n'avait plus la même signification pour moi. Ce n'était pas un prix, c'était un outil. L'outil que ma grand-mère avait voulu me donner pour construire ma propre liberté. De retour à Lille, j'ai pris la plus grande décision de ma vie. J'ai démissionné de mon poste à l'agence. J'ai utilisé une partie de l'argent pour louer un petit local dans une cour pavée du Vieux-Lille, un endroit plein de charme et de lumière. J'ai remboursé mon prêt étudiant. J'ai investi le reste. Et j'ai créé ma propre entreprise. Mon propre studio de design graphique. Je l'ai appelé l'Atelier Geneviève. C'était ma façon de lui rendre hommage. De transformer l'obscurité de la trahison de Bastien en quelque chose de beau, de créatif, de positif. C'était ma façon de reprendre le contrôle de mon histoire. Mon studio a commencé à prospérer, mais je sentais qu'il manquait encore une pièce au puzzle. Un an jour pour jour après la mort de ma grand-mère, une lettre est arrivée. Elle venait de Maître à l'art, et elle contenait une dernière surprise de la part de Geneviève. L'enveloppe était épaisse, le papier jauni par le temps. À l'intérieur, il y avait une lettre, scellée à la cire, et une note de Maître à l'art. Chère Apolline, votre grand-mère m'a confié cette lettre il y a 2 ans, avec des instructions très précises. Je devais vous la remettre personnellement, mais seulement quand la tempête serait passée. Je crois que ce moment est venu. Mes mains tremblaient en brisant le sceau.
L'écriture de ma grand-mère, élégante et légèrement inclinée, a rempli la page. Ma petite fille bien-aimée. Si tu lis ces mots, cela signifie que les choses ne se sont pas passées comme je l'espérais. Cela signifie probablement que la cupidité et la jalousie ont tenté de faire de l'ombre à mes dernières volontés. Et je suis profondément désolée que tu aies eu à traverser cette épreuve. Tu te demandes peut-être pourquoi j'ai insisté pour te léguer cet appartement, sachant que cela pourrait créer des tensions. La vérité, c'est que je connaissais ton frère. Je l'aimais, mais je n'étais pas aveugle. Je voyais son besoin constant de prouver sa valeur à travers des possessions matérielles, et je voyais la jalousie qu'il nourrissait secrètement envers ta liberté, ton courage de suivre une voie différente. J'ai eu peur qu'un jour, il essaie de prendre ce qui ne lui revenait pas. Alors, j'ai pris un pari. Un pari sur toi. Je t'ai légué cet appartement non pas pour sa valeur en euros, mais pour la valeur qu'il représente. C'est le symbole de l'indépendance. Mais l'indépendance, ma chérie, n'est jamais donnée. Elle se gagne. Elle se défend. Parfois, il faut se battre pour elle, même contre ceux qu'on est censé aimer. Je suis désolée de t'avoir imposé ce combat. Mais je savais que tu en étais capable. Je savais que, même si tu doutais, même si tu avais peur, tu trouverais en toi la force de te défendre. La force de réclamer ce qui est juste. Alors, sache ceci, l'héritage que je voulais vraiment te laisser n'est pas fait de briques et de mortier. Ce ne sont pas les murs d'un appartement avec vue sur la mer. Le véritable héritage, c'est cette force que tu viens de découvrir en toi. Cette capacité à te tenir droite face à l'injustice. Cette résilience. C'est cela, ton véritable trésor. Il est à toi pour toujours, et personne ne pourra jamais te le voler. Maintenant, va et construis la vie que tu mérites. Sois audacieuse. Sois heureuse. Et n'oublie jamais que je suis, et serai toujours, immensément fière de toi. Ta grand-mère qui t'aime, Geneviève. Les larmes coulaient sur mes joues en lisant ces mots. Elle avait tout prévu. Elle m'avait vu, vraiment vu, avec mes forces et mes faiblesses. La trahison de Bastien n'était plus une blessure, mais une cicatrice, la preuve d'une bataille que j'avais menée et remportée, non pas contre lui, mais contre mes propres peurs. Le véritable héritage, c'était cette force que j'ignorais posséder. Et vous ? Avez-vous déjà dû faire face à une trahison familiale pour défendre ce qui était juste ? Comment avez-vous trouvé la force de vous battre ? Partagez vos histoires dans les commentaires. Votre expérience est précieuse et peut aider d'autres personnes. Si ce récit vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour plus d'histoires de vie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.